D'où nous nous trouvons, le Soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains, et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le Soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le Soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du Soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires, plus l'activité du Soleil est intense. Et il semble que le Soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du Soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le Soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches. Oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il ? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique qui se retient tous enrôles ensemble, très étroitement. Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma s'emballe, éclate et forme des boules. On les appelle éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP, phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma. Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous. À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi, de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à des magnifiques aurores boreales. C'est vrai, mais nous préférerions tous profiter des aurores boreales dans des conditions normales, ou nous contenter d'un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction, et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques.
Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements. Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de s'écraser les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème. Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie. Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. Le lendemain, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le Soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions que l'année précédente. Et les plus puissantes, les éruptions de classe X, sont devenues plus fortes et plus fréquentes qu'auparavant. Et cela pourrait se révéler bien plus extrême que ce à quoi l'on s'attend. De plus, il est probable que ça commence un peu plus tôt que prévu. Les scientifiques ont d'abord pensé que le pic se produirait en 2025, mais il semblerait que cela pourrait advenir même fin 2023. Si une tempête solaire nous frappait directement, nous ne pourrons pas nous protéger complètement, mais nous pourrions tout de même prendre certaines mesures, comme faire garder les avions au sol, ajuster les trajectoires des satellites dans l'espace et protéger les infrastructures vulnérables. Pour ce faire, nous avons besoin de meilleures prévisions météorologiques solaires afin de nous préparer au pire. Tout cela peut sembler de mauvais augure à première vue, mais ne vous inquiétez pas. Les éruptions solaires ne détruiront pas notre planète. Elles envoient des matériaux solaires chargés d'énergie vers nous à des vitesses assez élevées. C'est un fait. Mais nous ne serions pas complètement perdus si ces phénomènes nous touchaient. Notre planète ne nous laisserait pas sans protection. Notre atmosphère et notre champ magnétique nous protégeraient encore relativement bien. Notre épaisse atmosphère fait office de bouclier qui bloque les radiations susceptibles de nous nuire. En d'autres termes, ces éruptions solaires pourraient surtout affecter nos technologies, mais elles ne pourraient pas détruire la Terre. On dirait que nous possédons bien des super-héros, finalement. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment,
Ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail.
des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. Ces géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques-submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ces télescopes se trouvent dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces 2 trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers. Et si le Soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le Soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du Soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense, et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière.
Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà. Notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place. Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum, une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées. Des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites. Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences.
eh bien notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi, avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du soleil. Pourquoi seulement quelques années ? Tu te souviens que nous avons dit que le soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Regardons les choses en face. Pour une étoile, notre Soleil est assez ordinaire. Et non, il n'a rien d'exceptionnel. Il y a des millions de naines jaunes similaires dans l'univers. Et pourtant, nous l'aimons. Après tout, c'est notre seule étoile et elle nous donne la vie. Toutefois, il n'en a pas toujours été ainsi. Jadis, le Soleil avait un jumeau, et peut-être même un jumeau maléfique. Que lui est-il arrivé ? C'est ce que nous allons découvrir. Ceci est un nuage moléculaire géant. On les appelle aussi parfois des nébuleuses obscures. On y trouve tout un tas d'amas interstellaires remplis de gaz, de la poussière et des tonnes d'étoiles. Ces nuages n'ont pas de limite précise et prennent souvent des formes complètement folles. Certains sont même visibles à l'œil nu. Regarde le ciel nocturne, tu verras comme des taches sombres sur notre lumineuse Voie lactée. Et c'est là que notre Soleil est né il y a environ 4,5 milliards d'années. Il provient de l'un de ces nuages moléculaires. Il y a toutes ces années, des ondes d'énergie sont passées par là. Elles ont rassemblé toute cette matière et ont comprimé ces amas en de denses noyaux. C'est alors qu'une proto-étoile est née. Cette jeune proto-étoile était une boule d'hydrogène et d'hélium encore tiède. Puis, des millions d'années plus tard, la température et la pression à l'intérieur de la boule ont augmenté. Et c'est ainsi que notre étoile est née, le Soleil. Mais tout ce qui se trouvait dans ce nuage n'a pas contribué à sa formation. Un reste s'est mis à tourner autour de la nouvelle étoile. Et comme tu l'as peut-être deviné, cette matière s'est progressivement transformée en planète. Et notre Terre a vu le jour. Voilà comment notre système solaire a été créé. Mais il est possible que ce ne soit pas tout, et qu'au moment où notre étoile naissait, il en naissait aussi une autre, le jumeau perdu du Soleil, fabriqué à partir des mêmes matériaux. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il existe ? Récemment, des scientifiques ont créé des modèles afin d'en savoir plus sur la naissance des étoiles. Et ils leur ont révélé que la plupart des étoiles ne naissent pas seules mais en amas, ou tout au moins avec un frère. Après d'autres recherches, nos savants ont pu confirmer que les étoiles formées à l'intérieur des nuages moléculaires étaient le plus souvent accompagnées. Il arrive que les deux étoiles restent ensemble. Par exemple, la petite tournera autour de la plus grande. Elles peuvent même former des systèmes à étoiles doubles, triples et plus encore. En d'autres cas, leurs chemins divergeront. Pour toujours. C'est probablement ce qui est arrivé à notre Soleil. Mais il pourrait avoir eu un frère ou une sœur lui aussi. Peut-être même plus qu'un. Toute une fratrie. Et même un grand jumeau, avec une masse et des caractéristiques similaires. Mais si c'était le cas, où serait-il, ce deuxième Soleil ? Nous avons une hypothèse. Et d'après celle-ci, ce jumeau serait peut-être plus néfaste qu'il n'y paraît. Dans les années 80, les scientifiques ont commencé à remarquer que quelque chose se répétait dans l'histoire de la Terre. Environ tous les 27 millions d'années, des extinctions à grande échelle semblent se produire sur notre planète. Plutôt étrange, non ? Tous les 27 millions d'années, une catastrophe est venue modifier notre biosphère pour toujours. Comme quelque chose de programmé, une espèce de cycle.
Et puis, l'astrophysicien Richard Müller a suggéré qu'il y avait peut-être quelque chose qui causait ces événements, un certain corps céleste. Selon lui, il pourrait s'agir d'une étoile naine que nous ne pouvons pas voir en raison de sa faible luminosité. Elle pourrait être située à environ 1,5 années-lumière de nous. Cette étoile tournerait autour du Soleil sur une orbite immense, et il lui faudrait environ 27 millions d'années pour faire un tour complet. Et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, c'est le chaos total. En s'approchant de nous, ce fauteur de troubles modifie la trajectoire des comètes venues du nuage de Oort ou de la ceinture de Kuiper. Le résultat, c'est que toutes ces comètes se précipitent tout droit sur nous. Et puis, elles s'écrasent sur la Terre et provoquent de grandes extinctions, comme ce fut le cas pour les dinosaures. Cette étoile hypothétique a été nommée Némésis. C'est le nom de la divinité grecque du châtiment céleste. Mais pourquoi se venge-t-elle de nous ? Aucune idée. Peut-être n'a-t-elle pas apprécié le fait qu'un jour, le Soleil a absorbé toute la poussière et le gaz de son nuage moléculaire. Le Soleil est devenu une étoile assez grande, mais son jumeau est resté sombre et petit. Et en plus, il s'est retrouvé au milieu de nulle part. On serait tous un peu amers si ça nous arrivait. Les scientifiques ont proposé différentes hypothèses sur cette mystérieuse Némésis. Peut-être s'agit-il d'une naine brune ou rouge. Les restes d'une étoile qui a complètement épuisé son combustible. Ou peut-être n'est-ce pas du tout une étoile, mais une planète vagabonde plus grande que Jupiter. Quoi qu'il en soit, son existence n'est pas vraiment une bonne chose pour nous. Mais nos tentatives pour la trouver ont malheureusement toutes échoué. À l'heure actuelle, nous n'en avons encore trouvé aucune trace. Des études récentes ont remis en question la théorie des extinctions régulières. Si tu examines de près les archives fossiles, tu remarqueras que ces catastrophes se sont produites au hasard et non pas selon un calendrier précis. Maintenant, les scientifiques doutent que Némésis existe réellement. Ils disent aussi qu'une étoile se déplaçant avec une telle orbite serait très instable. Il est donc très peu probable qu'elle ait pu survivre aussi longtemps. Mais malgré cette absence de preuves, Némésis est devenue assez célèbre en ligne. De nombreux journalistes et blogueurs la mentionnent encore dans différents contextes. Ils aiment lui imputer la responsabilité de toutes nos catastrophes, comme les chutes d'astéroïdes, les tsunamis, etc. Et du coup, toute cette histoire ressemble maintenant à une légende urbaine. Mais n'oublions pas un détail important. Même si Némésis elle-même n'existe pas, cela ne veut pas dire que le Soleil n'a jamais eu de jumeaux. Tout d'abord, rien de ce dont nous avons parlé au début n'a été réfuté. La plupart des étoiles ne naissent pas seules. La probabilité que notre Soleil ait lui aussi un frère est toujours très élevée. Deuxièmement, des preuves de l'existence de ce jumeau perdu pourraient bien exister. Quelque part dans le nuage de Oort qui est situé à la frontière extérieure de notre système solaire. Il est composé de nombreuses comètes et d'autres gros rochers. Et les scientifiques pensent que ce nuage conserve tous les fragments qui n'ont pas été intégrés à notre système solaire au moment de sa naissance. C'est comme un immense musée de notre passé. Donc, dans ce nuage, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'intéressant. En gros, cette région semble être trop lourde. Et nos données ne correspondent pas à ce que nous croyons savoir de la formation du système solaire. S'il est si lourd, c'est qu'il contient quelque chose que nous ignorons encore. Notre équation contient donc encore plusieurs inconnus. Et lorsque nos scientifiques ont inclus un éventuel deuxième soleil dans leurs calculs, les choses sont soudainement tombées justes, comme la pièce manquante d'un puzzle. Ce jumeau perdu correspond exactement à cette différence de poids du nuage de Oort. Alors voilà, le Soleil a certainement eu un jour un jumeau. Mais que lui est-il arrivé ? Et où est-il aujourd'hui ? Malheureusement, cette étoile est sans doute déjà très loin. Probablement après leur naissance, le Soleil et son frère ont passé quelques millions d'années ensemble. Puis ils ont dû se séparer pour toujours. Maintenant, ce jumeau pourrait se trouver à des centaines d'années-lumière de nous. Il pourrait être n'importe où dans la Voie lactée. En théorie, nous pourrions le retrouver, mais ce serait assez difficile. Car il nous faudrait examiner toutes les étoiles similaires à notre Soleil, ayant à peu près le même âge, et ce dans toute la Voie lactée. Et même si nous dressions la liste de ces étoiles, que ferions-nous ensuite ? Nous n'aurions aucun moyen de savoir lequel de ces soleils est né du même nuage que notre astre. Ce jumeau restera donc très probablement perdu pour toujours, et notre Soleil restera à jamais solitaire. Quelle triste histoire. Mais ne te désole pas, pour nous c'est beaucoup mieux. Si nous avions 2 soleils, notre système ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Notre planète pourrait bien ne jamais avoir vu le jour, et il n'y aurait pas de vie.
Nous devrions donc être reconnaissants de cette séparation. D'un autre côté, nous aurions des couchers de soleil comme sur la planète Tatooine. Ce serait cool. Est-il possible d'éteindre le Soleil? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et immortel? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien? Sérieusement? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors, en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire, nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus? Et quelle quantité représente cette assez? Tu te souviens de nos trillions de seaux? Eh bien, nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique. Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble.
Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des milliards et des milliards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie. Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène. Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus important encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit merci pour le coup de pouce. Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour. Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur. Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au Soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'était-il pas responsable de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh! Toute la Terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres. Parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non. Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. Les océans absorbent une énorme quantité de CO2, ainsi que la chaleur provenant du Soleil. Ils distribuent également cette chaleur à travers la planète, la rendant agréable à vivre. Mais une fois qu'ils auront disparu, les températures grimperont rapidement pour atteindre 120 degrés Celsius et plus. Mais même si nous oublions ces températures infernales, nous n'avons de toute façon plus de nuages. Et ils nous étaient tout aussi utiles en ne laissant pas passer le rayonnement solaire. Nous nous trouvons donc aussi sous l'impact direct des rayons du Soleil. Notre dernier espoir, ce sont les icebergs. Maintenant que tout est terriblement chaud, ils ont fondu, et ils seront peut-être le dernier espoir de l'humanité. Mais cette mini-éruption solaire en valait vraiment la peine, n'est-ce pas? Le Soleil s'apprête à se retourner car ses pôles magnétiques sont en train de s'inverser. Tout comme la Terre, le Soleil a un nord magnétique et un sud magnétique. Toutefois, contrairement à notre planète, le processus d'inversion des pôles du Soleil est plus fréquent et plus facile à prédire. Le prochain renversement est prévu cette année entre avril et août. Aussi apocalyptique que cela puisse sembler, vous n'avez pourtant pas à vous inquiéter. Si vous avez environ 30 ans, vous avez déjà éprouvé ce phénomène plus d'une fois, car le Soleil se renverse tous les 11 ans. Vous n'avez probablement pas remarqué de changement à l'époque, parce que ce processus n'a pas d'impact majeur sur la vie terrestre. Mais cette fois-ci, les choses pourraient être un peu différentes. Sur Terre,
Les courants marins sont des mouvements qui jouent un rôle crucial en influençant le climat et les intempéries et en répartissant la chaleur de l'équateur vers les pôles. Sur le Soleil, ces courants sont davantage comme un océan de plasma. Mais ils ne transportent pas seulement de la chaleur, ils transportent aussi de l'énergie électromagnétique. Cela se produit parce que le Soleil est une énorme boule de gaz incandescent et ionisé, qui continue de circuler à l'intérieur de son noyau. En fusionnant ces atomes d'hydrogène pour former de l'hélium, notre étoile libère une énorme quantité d'énergie, produisant ces puissants courants électriques. Et chaque fois que vous avez de tels courants, vous avez des champs magnétiques. C'est plus facile à visualiser si vous repensez à cette expérience classique avec un fil de cuivre et un clou que vous avez probablement réalisé à l'école. Lorsqu'un courant électrique passe à travers un fil, il crée un champ magnétique autour de celui-ci. Donc, lorsque vous connectez un fil à une batterie et l'enroulez autour d'un clou, ce clou devient aimanté. C'est similaire à la façon dont les courants électriques génèrent des champs magnétiques autour du Soleil. L'ensemble de ce processus, grâce auquel le Soleil génère son champ magnétique, est ce que l'on appelle une dynamo. Nous ne pouvons pas l'observer directement, mais nous pouvons en voir les effets sur la surface du Soleil. Lorsque les flux plasmiques et magnétiques deviennent instables, ils se manifestent sous la forme de taches solaires. Vous savez, ces zones sombres sur la surface du Soleil. On ignore encore beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette dynamo, mais les scientifiques ont compris quelque chose d'important après avoir observé ces taches solaires au fil des siècles. Ce processus suit un certain schéma. Environ chaque décennie, il se réorganise de lui-même. Les champs magnétiques des pôles du Soleil s'amenuisent jusqu'à disparaître complètement, puis ils reviennent, mais avec une polarité opposée. Dans les années 50, les chercheurs ont découvert que lorsque les taches solaires commençaient à s'intensifier, cela signifiait que les pôles se préparaient à une inversion. Et ces dernières années, l'activité solaire a été tout à fait hors norme. Davantage d'éruptions solaires, de rafales de rayonnement électromagnétique, et plus d'éjections de plasma dans l'espace. C'est comme si nous étions assis au premier rang du plus grand spectacle pyrotechnique du système solaire. À vrai dire, le Soleil n'a probablement pas été aussi animé au cours des 2 dernières décennies. À l'heure actuelle, les experts estiment que les champs magnétiques des pôles sont quasiment synchrones et s'affaiblissent peu à peu, se rapprochant de plus en plus de zéro. Mais nous n'avons pas encore atteint le point d'inversion. Bien qu'il puisse sembler que le Soleil inverse ses pôles tous les 11 ans, comme une horloge, la vérité est que ce n'est pas aussi nettement défini. Ce chemin ne se fait pas sans encombre, et certains aspects du phénomène sont encore très difficiles à prédire. Prenez le dernier cycle solaire, par exemple. L'hémisphère nord a débuté son inversion magnétique dès le début de juin 2012, mais il a ensuite rencontré un obstacle et a stagné autour du point neutre jusqu'à fin 2014. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, les choses étaient aussi plus fluides, et le changement de polarité s'est produit courant 2013. Cette fois-ci, l'activité solaire paraît plus régulière. Les choses semblent se dérouler plus en douceur pendant ce cycle, avec une transition des pôles plus uniforme. Mais voilà le truc. Ce processus d'inversion ne se répète jamais à l'identique, et c'est ce qui rend ce phénomène si intéressant à observer. Mais en même temps, il est difficile de prédire comment cela nous affectera ici-bas. Ici sur Terre, nous n'avons guère à nous soucier de ces intenses explosions solaires qui se produisent à 150 millions de kilomètres de distance. Mais si, et l'on dit bien si, une tempête solaire devait frapper notre planète, la principale menace qu'elle représenterait serait probablement la perturbation des satellites de communication dans l'espace. Néanmoins, les choses pourraient en prendre un tour différent lors du cycle d'inversion prévu pour 2024, car le nombre de satellites en orbite a explosé ces dernières années. Le système Starlink, par exemple, implique à lui seul plus de 4000 d'entre eux. Tous ces satellites de communication et autres GPS pourraient être impactés voire même détruits par une puissante tempête solaire. Bien que les chances qu'une puissante tempête solaire frappe la Terre soient minces, ce n'est pas impossible. En 1859, lors de l'événement de Carrington, une tempête s'est produite près d'un pic d'activité solaire, provoquant des surtensions dans les lignes télégraphiques, déclenchant des incendies et perturbant les échanges à l'échelle mondiale. La Terre s'est murée dans le silence lorsque toutes ces communications télégraphiques ont été coupées. Imaginez simplement ce qu'une tempête solaire pourrait faire à notre vaste flotte de satellites aujourd'hui. Elle pourrait affecter tout ce dont nous dépendons quotidiennement, de la géolocalisation et des télécommunications basées dans l'espace au service de prévision météorologique. La distribution de l'électricité au niveau du sol pourrait également être affectée. Vous pouvez faire une croix sur YouTube, et même sympa.
Parce que si un tel événement se produisait aujourd'hui, il pourrait mettre à mal Internet, coupant du monde d'innombrables personnes. Les prédictions affirment que si un événement de type Carrington se produisait aujourd'hui, il en résulterait des dommages allant de 600 à 2600 milliards de dollars. Et on parle ici uniquement des États-Unis. Heureusement pour nous, des tempêtes solaires aussi intenses que l'événement de Carrington n'arrivent qu'une fois tous les 500 ans environ. Une mauvaise nouvelle pour les satellites de communication, mais une excellente nouvelle pour les observateurs d'aurores boréales. Durant l'événement de Carrington, des aurores éblouissantes ont illuminé le ciel et le spectacle des lumières polaires s'est étendu bien au-delà des contrées habituelles. Ces aurores boréales ont été aperçues jusqu'au sud de Cuba ainsi qu'à Honolulu, tandis que des aurores australes ont été vues jusqu'à Santiago, au Chili. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, ce fut leur premier aperçu de pareilles aurores, les laissant bouche bée devant ces cieux inhabituellement clairs. Certains ont alors pensé que c'était la fin du monde, tandis que d'autres se sont réveillés inhabituellement tôt, en croyant que le soleil s'était levé après avoir entendu les oiseaux gazouiller et toute cette lumière. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a rien d'étrange à cela, étant donné que l'apparition d'aurores à de telles latitudes est l'un des effets attendus de l'inversion des pôles magnétiques du Soleil. Typiquement, ces phénomènes iridescents s'observent entre 60 et 75 degrés de latitude, mais lors de la dernière inversion des pôles magnétiques, en 2013, d'intenses aurores ont été observées en dessous des 50 degrés. Les témoins ont décrit ces aurores comme étant rouge sang, tirant sur le cramoisi, et brillant si fort que l'on pouvait lire un journal à leur seule lumière. Il est important d'étudier ce phénomène, plutôt que de le craindre. L'inversion des pôles magnétiques du Soleil est en réalité une parfaite occasion pour les scientifiques de mieux comprendre comment fonctionne notre astre. Et comme il manque encore de nombreuses pièces au puzzle qu'est la dynamo solaire, nous ne sommes toujours pas en mesure de comprendre pourquoi certains cycles sont plus intenses que d'autres, ou de prédire quand une éjection de masse coronale se produira exactement. Mais être capable de les prédire devient de plus en plus crucial à mesure que nous nous aventurons dans l'espace. Plus il y a de gens en orbite autour de la Terre, plus ils sont exposés à ces fortes tempêtes solaires. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche à prendre plus précisément quand une pareille tempête pourrait causer des dommages à nos vaisseaux et à nos stations spatiales. De plus, cela aiderait les météorologues à effectuer de meilleures prévisions, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Le but principal serait de rendre les voyages spatiaux plus sûrs à mesure que notre intérêt pour des missions habitées vers la Lune et Mars ne cesse de s'accroître. Une autre raison pour laquelle il serait important d'en apprendre davantage sur l'inversion des pôles du Soleil est de mieux comprendre comment fonctionne le mystérieux cœur de notre astre. Cela pourrait en effet nous aider à mieux saisir l'aspect d'autres étoiles de l'univers et peut-être nous rapprocher de la réponse à l'ultime question. Que faisons-nous ici ? Elles ne devraient pas exister. Personne ne s'attendait à les découvrir. Les scientifiques ne parviennent pas à expliquer leur formation. Et pourtant, ça n'a pas empêché le télescope spatial James Webb de les identifier. Ces 6 galaxies, aussi massives que notre Voie lactée, sont peuplées d'étoiles rouges matures. Elles se trouvent si loin de nous qu'elles apparaissent comme de minuscules points rouges, même pour ce télescope de pointe. Les astronomes ont analysé la lumière émanant de ces galaxies et ont estimé leur âge. Elles seraient apparues 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Jusqu'ici, rien d'étonnant. Les galaxies aussi jeunes ne sont pas vraiment rares. Les scientifiques pensent que les premiers amas d'étoiles ont pu émerger peu de temps après que l'univers a quitté ce qu'on appelle l'âge sombre, qui correspond aux 400 premiers millions d'années de son existence. À cette époque, seul un épais brouillard d'atomes d'hydrogène remplissait le cosmos. Ce qui est particulièrement étrange à propos de ces galaxies, c'est leur taille démesurée et l'âge avancé des étoiles qui les composent. Cela contredit les théories actuelles sur l'apparence et l'évolution de l'univers dans ces premières années. De plus, ces observations diffèrent de celles effectuées précédemment par le télescope spatial Hubble, le prédécesseur moins avancé de James Webb. Alors, selon les scientifiques, à quoi sont censées ressembler ces premières galaxies ? La réponse est simple, jeunes et petites. En effet, jusqu'à présent, la plupart des galaxies de l'univers primitif découvertes étaient des bébés de l'espace, petites et bleutées.
elles semblaient n'avoir émergé que récemment de la soupe cosmique primordiale et étaient encore en train de former leurs premières étoiles et d'autres ensembles. La plupart des jeunes étoiles sont en réalité bleues. En vieillissant, elles acquièrent une teinte plus rougeâtre après avoir brûlé leur carburant stellaire et refroidi. C'est pourquoi les astronomes ne s'attendaient pas à découvrir des étoiles rouges vieillissantes dans les anciennes galaxies que le télescope James Webb a été conçu pour observer. Une autre surprise inattendue aurait été de découvrir des galaxies plus massives qu'1 milliard de soleils. Et pourtant, c'est bel et bien ce qui s'est produit. Les galaxies récemment découvertes sont presque aussi immenses que la Voie lactée, avec des masses respectives seulement 2 à 4 fois moindres. Le plus étonnant est que ces galaxies étaient déjà aussi vastes, alors que l'univers n'avait atteint que 3% de son âge actuel. Mais avant que les astronomes ne révisent leurs théories afin d'expliquer comment des galaxies tellement immenses ont pu se former si rapidement après le Big Bang, il est crucial de vérifier que ces observations ne soient pas dues à un autre phénomène spatial. Même dans ce cas précis, la plupart des théories alternatives nécessitent l'introduction de concepts entièrement nouveaux. L'une de ces théories propose que les étoiles dans l'univers primitif émettent de la lumière de manière inhabituelle. Étant donné que les astronomes n'en étaient pas conscients, cette possibilité n'a pas été incluse dans leur modèle. Ou bien, ce que nous savons de la formation des étoiles pourrait être inapplicable à l'univers primitif. Si l'une de ces théories s'avérait exacte, cela révolutionnerait complètement notre compréhension de la formation stellaire. Passons maintenant à l'appareil qui a permis aux astronomes de découvrir ces galaxies extraordinaires. Le télescope spatial James Webb est une merveille technologique environ 100 fois plus puissante que le télescope spatial Hubble. Et Hubble, en son temps, a pu observer des objets situés à 13,4 milliards d'années-lumière. Le télescope James Webb est également très coûteux, et c'est un euphémisme. Bien que son coût initial ait été estimé entre 1 et 3,5 milliards de dollars, le développement complet aura finalement coûté la bagatelle de 10 milliards. En comparaison, la construction et le lancement du télescope Hubble avaient coûté 4,7 milliards de dollars à la NASA, avec 1,1 milliard supplémentaire requis pour le réparer en orbite. Bien que le télescope spatial James Webb ait la hauteur d'un bâtiment de 3 étages et la taille d'un court de tennis, ses miroirs sont les plus légers parmi tous ceux des grands télescopes jamais construits. Lors de leur conception, leur poids a été réduit de 92%. À première vue, les miroirs du télescope semblent être faits d'or, mais ils sont en réalité composés de beryllium, un métal léger et fragile, de couleur gris-acier. Bien qu'un revêtement en or soit appliqué à chaque miroir, ils ne peuvent pas en être entièrement fabriqués, car ce matériau précieux se dilate et se contracte avec les variations de température. De fait, la quantité totale d'or utilisée dans le télescope James Webb est inférieure à 57 grammes, ce qui représente une pièce d'or de la taille d'une balle de golf. Les couches d'or qui recouvrent les miroirs ont une épaisseur de seulement 1000 atomes. Quant aux capacités du télescope, il peut distinguer nettement une pièce d'1 centime à une distance de 38 km et un ballon de football à 550 km. Le côté télescope de James Webb maintient une température n'excédant pas les 223 degrés Celsius, autrement dit suffisamment froide pour liquéfier l'azote. Un bouclier solaire géant à 5 couches entoure le télescope et réfléchit la lumière solaire, permettant ainsi de garder l'appareil à une température peu élevée. On pense que James Webb pourra détecter de l'eau sur des exoplanètes éloignées. Depuis longtemps, les astronomes découvrent de nouvelles planètes orbitant autour de leurs propres étoiles, en observant les légères variations de luminosité qui se produisent lorsque les planètes passent devant leur astre. De plus, il est possible d'analyser la signature spectrale de la lumière pour déterminer la composition chimique d'une planète. Les signatures les plus fortes et les plus lisibles apparaissent dans le spectre infrarouge. Et, devinez quoi? Le télescope James Webb est équipé d'instruments infrarouges de pointe. Ceux-ci peuvent aider les scientifiques à découvrir de nouvelles planètes et même à identifier la présence d'eau sur celles-ci.
Le télescope a été lancé près de l'équateur car la rotation de la Terre y est légèrement plus rapide, donnant ainsi une impulsion supplémentaire à la fusée. Une fois que le télescope spatial James Webb sera à court de carburant, il continuera de graviter autour du Soleil indéfiniment. Bien que l'engin n'ait pas été conçu pour être entretenu ou amélioré, il pourrait potentiellement être ravitaillé par des robots, ce qui prolongerait sa durée de vie. Au départ, les astronomes Siteornfum étaient convaincus qu'il faudrait du temps à James Webb pour découvrir quoi que ce soit d'excitant. Ils pensaient que les premières galaxies observées seraient si sombres et si petites que le télescope ne découvrirait que quelques rares candidates éloignées. Cependant, les résultats ont surpassé toutes leurs attentes. Dès la diffusion des premières images, les scientifiques ont commencé à découvrir d'innombrables galaxies, vastes, brillantes et remarquablement anciennes. La compétition entre groupes de recherche pour repérer de nouveaux amas battant tous les records perdure encore aujourd'hui. Un astronome a même affirmé que la communauté scientifique était en effervescence, car personne n'avait vraiment anticipé de résultats aussi spectaculaires. L'un des principaux objectifs du télescope Webb est d'observer la lumière des toutes premières étoiles et galaxies de l'univers. Hélas, plus un objet est déjà éloigné, plus il s'éloigne rapidement de nous, et plus la lumière qu'il émet doit parcourir de distance, s'étirant ainsi vers l'infrarouge du spectre, un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge en astronomie. Pourtant, grâce à ces instruments infrarouges de pointe, James Webb peut nous révéler des mondes jusqu'alors invisibles. Grâce à ce télescope, nous avons pu observer des galaxies incroyablement lointaines, formées il y a environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que la lumière détectée par James Webb a mis plus de 13 milliards d'années pour atteindre la Terre. Pouvez-vous imaginer ce que ça représente? Parmi ces galaxies, l'une se distingue particulièrement. Elle semble être la plus ancienne jamais découverte par les astronomes. Elle se nomme Galas Zezam 13 et remonte à seulement 300 millions d'années après le Big Bang. La galaxie la plus ancienne, précédemment identifiée par les scientifiques, GN-ZA11, avait été découverte par le télescope spatial Hubble et date de 400 millions d'années après le Big Bang. Au cours de cette période à peine explorée, les toutes premières galaxies et étoiles ont commencé à émerger. Mais comment ce processus s'est-il déroulé exactement? Personne ne le sait avec certitude, du moins pour l'instant. Ce phénomène pourrait dépendre de lois physiques inconnues, incluant l'influence de la matière noire et de l'énergie sombre, ou de certaines interactions encore peu étudiées entre le gaz, la poussière et la lumière stellaire. Le fait est que, grâce au télescope Webb, les scientifiques peuvent désormais tester leurs théories sur les événements survenus après la naissance de l'univers. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente.
Bientôt notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil. De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a 2 problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous.
tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les deux côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre. Et ensuite, il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant.